en pie el Bernabéu para recibir a su capitán que nos trae la 13ª. Con todos vosotros, Sergio. Ce n'était pas au Parc des Princes, mais évidemment au Stade Bernabéu de Madrid. On va maintenant s'intéresser au Paris Saint-Germain qui affronte mercredi Leipzig en Ligue des Champions, 4e journée de la phase de groupe. Le PSG qui s'interroge sur le cas Sergio Ramos. Si l'on en croit le Parisien, la direction du club envisagerait de résilier purement et simplement le contrat du défenseur espagnol qui n'a encore jamais porté le maillot parisien depuis son arrivée. Le recrutement de Ramos au PSG, c'est un début de catastrophe industrielle. Oui, quand même, à ce niveau-là, on fait pas des erreurs pareilles. De deux choses l'une. Soit il y a un problème médical qui n'a pas été détecté. Donc il y a une arnaque, on leur a vendu un cheval boiteux, si j'ose dire, comme on dit dans l'équitation. Et là, il y a un vrai problème. Alors voilà ce que dit Leonardo, pour mettre une petite pièce dans la machine. On savait qu'il y avait un problème, on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe. Leonardo. Alors si c'est clair comme de l'eau de roche, s'ils ont joué carte sur table et que le PSG l'a quand même pris, alors là, ça, quand même, c'est pas très responsable. Dans un été où le mercato était très serré, sur un club où le fair play financier ne permet pas tout, s'être perdu de ce côté-là, c'est pas bien. Alors, pour le grand public, Messi a tout effacé. Mais imaginez que Messi soit pas venu, que Ramos ait été le joyau. On serait là, début novembre, à toujours attendre qu'il joue et à s'apercevoir que peut-être il va retourner chez lui sans avoir joué. On serait pas loin du scandale. Alors selon l'équipe, maintenant, le journal L'équipe, le PSG avait certes identifié des douleurs à un genou et plusieurs traces de claquage au mollet, mais personne n'avait imaginé une absence aussi longue. On est déjà au mois de novembre quand même. C'est pas un joueur tout jeune, donc on redouble de prudence dans ces moments-là. Ou alors on met des options, des clauses de sortie, on fait des choses, on met des réserves. Et là, je trouve qu'il y a eu un petit peu d'emballement du côté du PSG. Par ailleurs, il manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur son poste la sûreté qu'on pourrait attendre d'un club comme le Paris Saint-Germain. Parce qu'on avait envisagé une défense à 3 pour le PSG avec lui, pour faire monter les pistons un peu plus haut, notamment Hakimi. Impossible pour l'instant. Impossible pour l'instant. Et quand il reviendra, pas sûr que ça soit vraiment possible parce qu'il va avoir besoin de temps. Or, dans les dernières rencontres de Coupe d'Europe, je pense notamment à la toute dernière en date, ça a flotté quand même. Et ils se sont fait prendre parfois 1m50, 2 mètres sur une course. Donc on se dit que la faiblesse du PSG, elle est là. On va poser la question à un auditeur supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous dans Classico. Quel regard portes-tu sur justement ces rumeurs autour de Sergio Ramos ? Je suis pas vraiment inquiet. En fait, je suis plutôt confiant. C'est vrai que sur la dernière sortie de Leonardo où il nous dit qu'il savait qu'il y avait des problèmes, il savait que Sergio Ramos n'était pas en grande forme quand ils l'ont recruté. Je pense quand même que le staff médical du Paris Saint-Germain est plutôt très professionnel, voire même très reconnu dans le monde et au niveau du top européen. Je crois que Hakim Chalabi, qui était l'ancien docteur du PSG à l'époque, qui aujourd'hui est à Aspetar, a toujours des liens avec le PSG. À chaque fois qu'il y a des soucis sur les joueurs, ça va là-bas. Je pense que vraiment on en fait toute une histoire parce que c'est Sergio Ramos. Mais moi je pense qu'il faut laisser du temps. Et quand il reviendra en forme et ça sera le patron qu'on attend aujourd'hui au PSG. C'est un patron qui manque pour l'instant à ce club, notamment pour les grands matchs. Ouais, oui. En plus, on l'a recruté pour ça. On l'a recruté pour son expérience. On l'a recruté pour sa grinta. On l'a recruté pour tout ce qu'il représente et tout ce qu'il avait apporté à l'époque au Real Madrid. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Marquinhos, qui est également le patron du vestiaire, ça sera le pendant qui manque aujourd'hui pour la défensif du PSG qui fait grand défaut sur ce début de saison. Alors Ramos coûte cher, contrat de 2 ans signé cet été, 10,5 millions d'euros net, soit l'équivalent de plus d'1,1 million brut mensuel. C'est à peu près ce que gagne Angel Di Maria. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup, Christophe Barbier, pour un joueur qui ne joue pas? Ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense que du point de vue de celui qui fait le chèque, quelque part là-bas vers le golf, c'est rien du tout. C'est une épaisseur de trait sur le budget de l'année. Après, dans une équipe où il faut gérer les personnalités, savoir ce genre d'inégalité, c'est-à-dire cher pour pas grand-chose, oui, ça peut créer quelques tensions. Moi, j'adore Di Maria. J'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs joueurs de ce club, bien supérieur à Neymar, bien supérieur. Ah oui ? Bien sûr, dans ce qu'il apporte, dans le moment décisif, dans la précision du geste, dans une certaine forme d'énergie et d'humilité. J'ai toujours été un inconditionnel. Il a encore marqué Souvienne. Voilà, je trouvais que Di Maria Cavani, c'était bien plus concret que Neymar.
Et même que Neymar Messi, Non, parce que Messi, bon, voilà. Je suis comme ça. Moi, je suis pas un Neymariste fou, voilà. Donc. Alors, je suis pas un Neymariste fou non Alors, plus, Benjamin qui répond à Christophe Barbier. Oui, on oublie quand même que Di Maria, je sais plus si c'était il y a 3 ou 4 saisons, il était fantomatique. Aujourd'hui, c'est vrai, il est, je pense, indispensable au PSG parce que il répond toujours dans les moments où on fait appel à lui. Mais il y a il y a 3-4 ans en arrière, il était fantomatique. Et aujourd'hui, Neymar, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas l'aimer, mais quand on regarde de manière factuelle les stats, il n'y a pas grand monde qui peut s'asseoir à sa table. Alors les stats justement, vendredi Di Maria a marqué son 89e but avec le Paris Saint-Germain, c'est un de plus désormais que Neymar justement, et sa 108e passe décisive, ce qui en fait le meilleur passeur décisif de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est ça un joueur précieux, c'est ça un joueur qui joue pour lui, qui joue pour les autres. Bon, et c'est vrai qu'il a eu des années difficiles, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose de concret chez lui que j'ai du mal à retrouver chez Neymar. Plus exactement, j'ai l'impression que jamais Di Maria ne fait quelque chose pour rien, pour se faire plaisir, par inutile, alors que ça je le vois chez Neymar. Alors c'est peut-être un style aussi de personnalité, hein, le foot ça peut être ça aussi, mais j'ai toujours l'impression qu'il est dans le vrai, Di Maria. Benjamin ? Oui, mais alors Di Maria, voilà, moi j'ai aussi un fait qui me reste un peu en travers de la gorge, le conséquent, je l'adore aussi, hein, mais voilà, quand on regarde l'année dernière en demi-finale face à Manchester City, son expulsion bête, ça nous vaut 3 matchs d'absence. Et il reviendra justement cette semaine, après avoir purgé ces 3 matchs. Magnifique, vous avez vu la transition, Steve? Professionnel, le supporter. Benjamin, un mot peut-être évidemment aussi sur Messi, début de saison un peu terne du Barcelonais, 5 matchs en Ligue 1, 0 but, 0 passe décisive. Ex-Barcelonais, Steve, attention, je suis très pointilleux, c'est ex-Barcelonais. Donc, alors oui, il est poussif son début de saison. Oui, c'est pas ce qu'on attendait, parce que voilà, Messi, on attend un but à chaque fois, voire des doublés, des triplés, etc. Faut pas oublier qu'il vient dans un nouveau championnat, qu'il est pas tout jeune. Encore une fois, faut laisser du temps. Faut pas jouer le jeu de la presse espagnole. Les supporters parisiens sont devenus patients. Exactement. Faut être patient, que ce soit avec Messi, que ce soit avec Ramos, que ce soit avec alors je sais pas comment on le propose, mais comment on le prononce, Wijnaldum aussi. Aujourd'hui, quand j'entends certains commentaires ou certains commentateurs, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur lambda de National 2. Faut les laisser s'acclimater et vous verrez que d'ici le début d'année 2022, ça deviendra une équipe qui sera injouable. Moi, j'en suis convaincu. C'est pas parce que je suis supporter du PSG que je dis ça. C'est juste que je suis convaincu de ce qu'a fait Leonardo aussi avec ce mercato. Ça, c'est un sûr dernier mot, Christophe. Si tous les pièces de l'échiquier se mettent à jouer ensemble au meilleur niveau, ça fait une équipe irrésistible. Et ça, en effet, pour la deuxième partie de la Champions League, ça peut donner une machine écrasante, comme on a l'impression que le Bayern l'a été là dans ses premiers matchs de poule. Mais il faut que toutes les pièces se mettent à jouer ensemble, et je trouve qu'il y a encore pas mal de questions qui se posent. Est-ce que Messi est au bon emplacement sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait préférable de le placer dans l'axe plutôt qu'à droite? Oui, dans l'axe. Voilà. Alors ça se discute, mais bon, quand même, je trouve que les questions sont pas résolues. On n'a pas l'impression que l'entraîneur a des réponses claires lui-même à ce schéma de jeu. Lionel Messi qui a évoqué un retour dans l'organigramme du Barça dans une interview aux médias catalans Sport. Le meneur explique qu'il aimerait revenir un jour à Barcelone dans un rôle, disons, de directeur technique, secrétaire technique pour reprendre son expression. Est-ce que, à votre avis, cette intervention, cette sortie de Messi s'explique aussi par ce qui est en train de se passer à Barcelone et dont on va parler dans quelques instants, à savoir le retour d'un historique, Xavi à la tête de l'équipe barcelonaise? C'est une année pour rien, Barcelone, cette année. C'est une année de transition. Ils vont essayer d'éviter le pire. Et donc voilà, après, quelque chose d'autre va se construire. Maintenant, on n'est pas dans la tête de Messi pour voir comment il pense sa fin de carrière. Combien de temps il se voit jouer encore? Il a quand même des fulgurances sur le terrain qui lui permettent d'espérer encore quelques belles années quand même de buteur avant de penser à rejoindre le banc et à rejoindre des organisations. Après, il y a le mal du pays aussi qui est imprévisible. Tant qu'avec le PSG, il y a la découverte, surtout s'ils se mettent à gagner des trophées, l'aventure sera belle. Puis à un moment donné, il va avoir le mal de Barcelone, à défaut d'avoir le mal de l'Argentine. Merci beaucoup, Benjamin. À très bientôt dans Classico. Avec plaisir, Steve. Merci. Merci. Christophe, à propos du PSG, justement, j'ai mené quelques recherches pour préparer cette émission et je suis tombé sur ce son.
Pour mettre fin aux violences qui émaillent quasi systématiquement maintenant les matchs du Paris Saint-Germain, il ne suffit pas de dissoudre telle ou telle association de supporters. Il faut dissoudre le Paris Saint-Germain. Il faut qu'il y ait un cas d'école, un exemple fait dans le football français. Il faut qu'un club soit radié. Bien entendu, il faut respecter les actionnaires qui ont mis de l'argent dans ce club, les supporters et tous les Parisiens qui sont en droit d'avoir un club dont ils puissent être fiers. C'est pour ça qu'il faut supprimer le Paris Saint-Germain pour mieux faire renaître le Paris Saint-Germain, le recréer. Le recréer d'abord ailleurs, au Stade de France. C'est là qu'il doit être. C'est là que les bassins de population peuvent se retrouver pour créer un vrai grand club dans un grand stade comme il y a en Angleterre ou comme il y a en Espagne ou en Italie. Ensuite, alors Christophe Barbier, on va vous faire évidemment réagir à cette sortie qui date de 2010. J'accueille Rodolphe Gaudin. Bonsoir. À vous Rodolphe. On va parler dans quelques instants Rodolphe. De votre livre Les étoiles du foot paru chez Larousse. Vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous y couvrez le football. Alors vous souhaitiez dissoudre le Paris Saint-Germain. Nous sommes en 2010. Alors, on est en 2010. C'était il y a longtemps quand même. Il y a eu quand même de graves incidents. Il y a même eu un mort quand même une fois près du Parc des Princes. Donc c'est pas rien. On parle pas de quelques échauffourées. C'était avant l'actionnaire qatari qui a fait de ce côté-là. Et avant le plan Le Prou. Voilà, donc il y a eu quand même énormément de boulot de fait depuis. Mais je maintiens quand même une réflexion qui est l'emplacement de ce stade et son appellation. Qu'est-ce qui reste de Saint-Germain-en-Laye dans l'esprit de ce club, qui est devenu une multinationale, qui a un public extrêmement disparate? Est-ce que Paris Saint-Germain, ça a encore un sens? Les fans du PSG, les fans de Messi qui sont en Chine ou en Amérique du Sud, ils savent où est Saint-Germain-en-Laye? Ils connaissent le château de Saint-Germain-en-Laye, ils savent que c'était un des châteaux des rois de France? Rien du tout. En revanche, le Stade de France, Saint-Denis, la Coupe du Monde 98, Zidane, les Jeux Olympiques de 2024, ça a une véritable identité. Donc je pense que en de là quitter le Parc des Princes. Mais oui, il faudrait migrer de Paris Saint-Germain à Paris Saint-Denis et il faudrait faire de ce Stade de France, le grand stade à dimension vraiment internationale avec une capacité d'accueil digne de ce grand club qui veut jouer la première place en Europe. Alors je sais qu'on va me rétorquer que ce stade est froid, le Stade de France, par rapport au chaudron du Parc des Princes, que un stade c'est pas qu'un bâtiment, c'est un esprit. Je retiens tout ça, et donc je vais pas non plus me battre de manière déraisonnable pour cela. C'est une analyse intellectuelle, mais sociologiquement et donc politiquement, le grand club de Paris devrait être Paris Saint-Denis et pas Paris Saint-Germain. Et puis pensons à toute cette jeunesse du nord de Paris, qu'il faut associer à une démarche civique, à une entrée dans la vie en société, et le foot est un des vecteurs importants avec l'école, avec le travail, avec d'autres activités. Et s'il y a un grand club au nord de Paris, à Saint-Denis, qui s'appelle le Paris Saint-Denis, avec des Messi, des Neymar, des Mbappé, je pense qu'on fait œuvre collective de vivre ensemble et d'harmonie dans la société. Rodolphe Gaudin, est-ce que Paris doit migrer à Saint-Denis ? C'est une réflexion intéressante, mais je suis pas pour. Parce que voilà, le Stade de France, ça reste le stade de l'équipe de France. Le premier but marqué, c'est Zidane contre l'Espagne. Je me rappelle, j'y étais. Et j'y étais aussi. C'est janvier 98, il faisait un froid de gueux. Exactement. Les vibrations pendant la Coupe du Monde. Donc voilà. Et puis bon, moi, je me rappelle avoir vibré avec les buts de Ginola, de la tête de Comboiré, tout ça. Donc voilà, pour moi, le PSG, c'est symbolisé aussi et surtout par le Parc des Princes. Alors Christophe, on va faire un petit interrogatoire maintenant façon classico pour savoir quel supporter vous êtes derrière l'éditorialiste politique que l'on connaît. Votre premier souvenir dans un stade, Christophe? Mon premier souvenir dans un stade, c'est le stade de Sochaux, donc à Montbéliard, au cœur de l'usine Peugeot. C'est une époque où la culture ouvrière, la culture industrielle, le foot, la ville, ça allait ensemble. L'industriel était sponsor du club qui jouait dans un stade qui était au milieu des usines et les ouvriers, ils étaient à la fois sur le terrain et ils étaient dans les tribunes. J'ai la nostalgie de cette France-là. On retrouvait la même chose à Saint-Étienne, bien sûr. Le club que vous supportez au-delà du club de Venise dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Ah, le FC Venezia qui a arraché un match nul à l'extérieur là récemment. Non, là maintenant dans le club, dans le championnat français, je regarde ça avec un peu de distance. J'ai beaucoup de peine de voir Saint-Étienne là où il en est en ce moment. Mais bon, les Verts ont l'habitude de mourir et de renaître. Votre joueur préféré? Mon joueur préféré, quand j'étais jeune, c'était justement un Vert, c'était Dominique Battenet. Formidable pied gauche, un tireur extraordinaire, une élégance sur le terrain incroyable. Ensuite, j'ai été un admirateur inconditionnel de Zidane, une espèce de torero, de danseur de cordes. Je vous parlais tout à l'heure de Juninho, je pense que c'est le meilleur tireur de coups francs de toute l'histoire du football. Des coups francs, mais géométriquement inexplicables. C'était des tours de magie bien au-dessus de ce que pouvait faire un Platini. Et puis, alors, si je devais ajouter quelques tendresses, j'aimais beaucoup aussi Bernard Gengini.
joueur de Sochaux d'ailleurs, qui était numéro 10, donc la doublure de Platini, c'était pas évident, mais qui tenait toujours ce rôle-là avec humilité et distance. Voilà. Votre plus beau souvenir footballistique? Ah, quand même, le 1-2-3-0 de la finale de la Coupe du Monde en 98, c'était absolument inoubliable, et pour moi c'était une manière d'effacer ou d'équilibrer le 8 juillet 82, c'est-à-dire Séville, France-Allemagne. Votre plus grande déception, Séville, forcément? Non, c'était pas forcément Séville, parce que moi je suis un homme de théâtre et il y a une tragédie dans Séville qui est d'une beauté inégalable. Et je pense qu'on ne fait pas 98 si on ne vit pas 82. On ne fait pas 86. La victoire contre le Brésil, si on n'a pas perdu en 82 à Séville. Donc la tragédie de Séville, elle est fondatrice d'une réflexion, d'une construction, d'une maturation d'un football français qui depuis est devenu 2 fois champion du monde parce qu'on a perdu à Séville. Non, ma plus grande déception, parce que là on ne devait pas perdre, et j'étais dans le stade, c'est la finale de l'Euro 2016. Contre le Portugal. Des milliers de papillons contre le Portugal. On a la chance, entre guillemets, que Ronaldo sorte blessé très vite, et on n'est pas foutu de marquer un but à cette équipe hyper défensive. Quand vous voyez les joueurs français entrer dans le stade en rigolant, vous vous dites qu'il y avait un petit problème de ce côté-là, ils avaient un peu gagné dans leur tête avant de gagner sur le terrain. Le poste auquel vous jouez sur le terrain? Ah, moi je suis bien capable maintenant de jouer à aucun poste. Non, j'aurais rêvé d'être gardien. D'être un bon gardien, ouais. Avec un exemple en tête Oui, moi j'aimais Dassaïev quand j'étais petit, le gardien de l'Union soviétique, c'est vous dire si je suis vieux. Dassaïev était un gardien d'une immense élégance. J'ai beaucoup aimé aussi Peter Schmeichel. À Manchester United.